Les jeux vidéo sont le divertissement le plus consommé au monde. Pas étonnant de voir que d'autres médias, et je pense au cinéma quand je dis ça, essaient d'attirer un maximum de joueurs en faisant des adaptations de leurs licences les plus populaires. Le problème, c'est que la plupart des gens qui s'occupent de ces adaptations, soit n'y connaissent rien en jeu vidéo, soit carrément le dénigrent. Ce qui fait que pendant très longtemps, et encore même aujourd'hui, souvent les adaptations de jeux vidéo, c'est un peu comme commander un kebab à 3 h du matin. T'espères que ça sera bon, mais tu sais qu'il y a des risques que tu le regrettes quand même. Pourtant, dans toute cette mélasse informe de série B, de films charcutés par des producteurs, ou alors encore de doigts d'honneur carrés bien profonds dans le fondement des joueurs, on retrouve quelques petites exceptions qui ont su capter l'énergie d'origine de l'œuvre qu'elles adaptent. Aujourd'hui, on parle de 5 des meilleures adaptations de jeux vidéo au cinéma. Et il est totalement possible que ton adaptation préférée fasse pas partie de ce top. Mais si c'est le cas, c'est pas grave, dis-moi ça en commentaire. Et puis abonne-toi. Ça n'a rien à voir, hein, mais juste... abonne-toi, quoi. Avant tout, faut que je vous dise, parce qu'il faut quand même que je sois honnête dans cette vidéo, je suis pas un grand joueur de Warcraft, voire pas du tout un joueur de Warcraft, alors que pourtant j'adore ce genre d'univers, mais je pense juste qu'il est sorti à une époque où ça m'était pas destiné, j'ai totalement loupé le train et puis après il a paru que c'était trop tard pour y rentrer, comme si c'était inaccessible après tant d'années d'évolution de Warcraft. Pareil pour World of Warcraft d'ailleurs, donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si je dis des conneries. Mais en gros, Warcraft, c'est une franchise majeure du jeu vidéo d'ailleurs, qui est développée par Blizzard et dont le tout premier jeu, Warcraft Orcs and Humans, est sorti en 1994. Au début, Warcraft, c'est juste un simple jeu de stratégie où tu construis ta base, tu recrutes des soldats et puis tu balances des orques sur la gueule des humains. Mais très rapidement, Blizzard a étendu cet univers pour en faire un incontournable du jeu vidéo. Warcraft 3, qui est sorti en 2002, a posé les bases de la saga moderne. Et puis en 2004, boum, on a le titan World of Warcraft, le MMO le plus populaire de tous les temps. On l'appelle aussi le destructeur de vie sociale. Même si comme moi tu y as jamais joué, franchement il y a 90% de chances que tu connaisses son nom. C'est quasiment obligatoire. Et évidemment, la série a continué à se pérenniser sur les années, sans forcément sortir de nouveaux jeux, mais en tout cas en rajoutant des DLC à ce qui est déjà World of Warcraft, assez régulièrement d'ailleurs. Et j'avoue que je suis un peu dégoûté de ne pas avoir connu cette période. J'aurais adoré vivre les grandes heures de ce jeu vidéo mythique. Surtout que, de ce que j'ai pu en voir, c'est pas juste un jeu, c'est surtout un univers immense avec des dizaines de races, d'histoires, de guerres. Donc l'adapter au cinéma, c'est un petit peu comme si je te disais, tiens, je te donne le Seigneur des Anneaux et maintenant tu me le résumes en faisant un TikTok de 30 secondes. Oui, je l'ai fait. Et pourtant, en 2016, Duncan Jones, le fils de David Bowie, oui, David Bowie, oui, a tenté le pari. Résultat, un film qui a divisé la critique, mais qui encore à ce jour reste l'une des adaptations de jeux vidéo les plus fidèles qui ait jamais été faite. Faut dire que ça partait plutôt bien pour ce projet finalement. Dès le début, Blizzard est très impliqué dans la production de l'œuvre. Ils ont passé des dizaines d'années à créer un univers riche avec sa propre mythologie, ses races, ses conflits et ses personnages. Et ils savent que leur fanbase y est très attachée. C'est hors de question de les trahir, donc ils vont respecter le lore à fond. Que ce soit dans la relation entre orques et humains, mais aussi dans les designs, les armures, la ville, et surtout dans le fait que ce soit pas simplement humain gentil, orque méchant. En gros, le film ne cherche pas uniquement à plaire aux spectateurs lambda, il veut d'abord satisfaire ses fans. Il sait qu'il a une fanbase immense et il a envie de leur faire plaisir. Et ça, c'est déjà un gros exploit. Mais même en tant que film à part entière, franchement, c'était pas si mal. On a de la bonne CGI, les orques font vrai, les personnages sont expressif, Durotan est un vrai héros tragique, c'est pas juste un méchant tout vert. Et puis de toute façon, ils ont pris Travis Fimmel dans le rôle principal. Donc c'est bien. Je veux rien entendre, c'est bien, s'il y a Travis Fimmel, c'est tout.
Qui ne connaît pas le célèbre hérisson bleu qui court très vite et qui a été l'égérie de Sega pendant super longtemps? Il faudrait voir les statistiques, hein, mais je pense que c'est clairement l'un des personnages les plus connus de toute l'histoire du jeu vidéo. Et même si c'est vrai qu'il est un peu moins populaire depuis le passage à la 3D, ça reste quand même Sonic. Et pour le coup, Sonic c'est une licence qui a toujours été exploitée dans tous les médias possibles et imaginables. BD, manga, séries, mais pour le voir au cinéma, il aura fallu quand même attendre 2020. Sauf que rappelez-vous, cette histoire avait très mal commencé parce qu'au début ils ont voulu nous vendre ça. Miaou. Je comprends toujours pas à quel moment ils se sont dit que c'était une bonne idée. Vraiment, je ne comprends pas. Mais heureusement, une fois n'est pas coutume, les fans ont gueulé pour des bonnes raisons cette fois-ci, et les studios ont écouté. Résultat, un redesign complet de Sonic qui ressemble enfin à Sonic. Et un Jim Carrey en Dr Robotnik qui donne toute sa saveur au film. Bon, après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas un grand chef-d'œuvre, ça reste juste un bon divertissement. C'est un road movie familial avec un scénario simple mais plutôt efficace. Sonic vit sur sa planète avec sa mère adoptive, mais ils se font attaquer par un clan d'échidnés sauvages. Si tu ne sais pas ce qu'est un échidné, moi non plus. Puis la mère de Sonic lui donne un sac rempli d'anneaux et il se retrouve projeté sur Terre. Là il grandit pépouze, mais tout seul, jusqu'au jour où il déclenche une coupure de courant en courant trop vite. Finalement, il doit s'allier avec un shérif random pour échapper à son futur ennemi juré, le Dr Robotnik. Alors oui, c'est sûr que le pitch est pas ultra original, mais en même temps, est-ce qu'on pouvait en demander beaucoup plus à un film sur Sonic? On parle de l'adaptation d'un jeu de plateforme qui n'est pas non plus connu pour avoir un scénario ultra complexe. À la base, ce genre de jeu c'est surtout fait pour le gameplay. Donc on peut pas demander au film qu'il adapte de nous fournir une réflexion de 3 heures sur le sens de la vie. Je trouve que le film est assez fidèle d'ailleurs, le ton correspond à l'énergie de base des jeux vidéo. On a de l'humour, des tonnes de références pour les fans, et la suite améliore encore le tout avec des arrivées de personnages iconiques comme Tails, Shadow ou Knuckles qui a eu même sa propre série. Ne regardez pas cette série, elle est nulle, c'est nul. Et franchement, vu le nombre de purges adaptées de jeux vidéo qu'on s'est tapé ces dernières années, c'est pas si difficile de considérer Sonic comme une jolie petite réussite, malgré toutes ses imperfections. Comme quoi, il n'y a pas besoin non plus de révolutionner le cinéma pour être une bonne adaptation. Il s'agit surtout de respecter les persos, l'univers de base et de donner aux fans ce que tu leur as promis. En l'occurrence, ce film promettait du fun, et il leur en a donné. On part dans un tout autre délire avec un film adapté de l'une des séries de jeux vidéo les plus flippantes de l'histoire. Ah non, tu rêves pas, on vient de passer de Sonic à Silent Hill. Deux salles, deux ambiances. Ouais. Mais comparé à Sonic, Silent Hill, lui, il est adapté d'un jeu vidéo avec un gros scénario. Donc sur le papier, c'est censé être plus facile. Juste à prendre le jeu, à le compacter, à le modifier un petit peu pour le faire coller au code du cinéma et le tour est joué. Mais la vérité, c'est que c'est pas si simple d'adapter un scénario, que ce soit une adaptation de livre ou de jeux vidéo très scénarisé, c'est peut-être même plus compliqué que d'adapter un arcade game. Et pour une simple et bonne raison. Le cinéma et le jeu vidéo, même si parfois ils ont des similarités, sont quand même deux médias totalement différents. Donc pour faire rentrer une histoire de 10 heures dans laquelle tu es actif en un film de 2 heures, 3 heures maximum dans lequel tu n'es que spectateur, il faut faire des choix. Et comme choisir c'est renoncer, il va forcément falloir enlever des éléments de l'intrigue ou en modifier certains. Et ça, le fan passionné, il aime pas trop. Tout ça pour dire qu'adapter un scénario sous un autre format, c'est forcément prendre le risque de décevoir le public de base, ce qui n'est jamais une bonne chose. Pour en revenir au film Silent Hill, force est de constater qu'il est chiant, il est chiant. Comme la mort. En plus, les scènes avec Sean Bean ne servent à rien. D'ailleurs, Christophe Gans, le réalisateur, ne voulait pas du tout les mettre, mais il s'est fait un petit peu forcer la main par les producteurs qui trouvaient que ça manquait de personnages masculins forts. Ah, les années 2000. Oh, les oiseaux qui gazouillent, Wall Street qui s'effondre. On était prêt à sacrifier un film parce qu'il n'y avait pas assez d'hommes dedans. C'était génial. Et là, je sais que vous vous dites, mais attends, il est un petit peu con lui, il nous met Silent Hill dans son top 5 des meilleures adaptations de jeux vidéo, et après il arrête pas de le clasher. Et tu as raison, jeune troubadour, ce film est rempli de défauts. Mais il a une qualité qui est peut-être la qualité la plus importante que puisse avoir un film adapté de jeux vidéo. Regarde comme c'est beau. La
La mise en scène est géniale. L'ambiance de Silent Hill est parfaite. Alors oui, même si le rythme et le scénario pêchent un petit peu, c'est vrai, Christophe Gans a parfaitement compris et retranscrit l'univers du jeu dans son film. Silent Hill, c'est la preuve qu'une adaptation n'a pas besoin de copier le matériel de base plan par plan. Il faut qu'il en traduise l'essence. Et ça, il y a peu de films qui l'ont réussi. Nintendo est l'une des sociétés de jeux vidéo les plus influentes au monde. Et ça depuis très longtemps. Leurs héros sont tellement iconiques qu'ils ont même un parc dédié. Mario, Luigi, Donkey Kong, Link ou encore Zelda. Mais leur seule licence qui a vraiment réussi à s'exporter dans d'autres médias jusqu'à aujourd'hui, c'est Pokémon. On a tous déjà vu au moins un épisode de l'animé. Sacha, Ondine, Pierre et surtout Pikachu. Et d'ailleurs, après avoir bercé l'enfance de la plupart d'entre nous, c'est grâce à ce petit monstre jaune que Nintendo va enfin réussir à conquérir le grand écran. Détective Pikachu sort en 2019, réalisé par Rob Letterman, mais surtout avec un budget de 150 millions de dollars. Si vous vous rendez pas compte de ce que ça représente, c'est à peu près 3 fois le budget de Joker. Et 2 fois Astérix aux Jeux Olympiques. Donc oui, c'est une grosse production, Nintendo investit beaucoup d'argent et ça paye visiblement. Pourtant, le concept de base est assez risqué. Adapter un spin-off au lieu de l'un des jeux les plus connus de tous les temps, c'était pas si évident que ça. Et bizarrement, ça marche plutôt bien. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, l'univers de Pokémon est parfaitement respecté. Il va plaire aux fans en donnant envie aux nouveaux venus de découvrir la licence. Le monde est cohérent, les Pokémon sont intégrés naturellement dans la ville et chaque détail est pensé en fait. Les carapuces aident les pompiers, les ronflex perturbent le trafic, bref, ça fait vrai, on y croit et surtout, ça ressemble aux jeux vidéo. Pas besoin de réinventer la roue, ils ont juste pris ce que tout le monde adore et l'ont mis en live action avec des super VFX. Ils ont gardé l'humour, la mignonnerie, le côté enquête qui vient du jeu d'origine et ils y ont ajouté un Ryan Reynolds qui fait du Deadpool en plus soft quand même. Force est de constater que Détective Pikachu finalement s'en sort plutôt bien. Même financièrement, le film rapporte plus de 430 millions au box-office mondial. Un petit succès qui donnera l'élan dont Nintendo avait besoin pour lancer la production du film qui pour moi encore aujourd'hui est la meilleure adaptation de jeu vidéo jamais sortie. On parlait de Sonic, mais lui c'est probablement LE personnage le plus connu de toute l'histoire du jeu vidéo. C'est la mascotte de Nintendo, tout le monde l'adore, que ce soit Mario ou Luigi, le duo est adulé par des millions de fans à travers le monde. Et pourtant, sa dernière adaptation date de 1993. Where are we? Coucou. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Non, hein? Non, mais on va garder ça pour une vidéo sur les pires adaptations. C'est bien comme ça. Et pourtant, même si comme ça on pourrait être surpris de jamais avoir vraiment vu Mario arriver sur nos écrans, finalement c'est pas si étonnant. C'est-à-dire que son univers est quand même particulièrement bien adapté aux jeux vidéo. Tout est basé sur le gameplay dans les jeux Mario. Il n'y a pas vraiment de base narrative à part aller sauver la princesse Peach, qui serait un script un petit peu compliqué à faire aujourd'hui, vu qui veulent plus vraiment faire de princesse à sauver à Hollywood. On va le dire comme ça, j'ai envie de me mettre personne à dos. Pourtant, en 2023, c'est le miracle. Le film Mario fait par Illumination Studios sort et putain que c'était bien! Sans être parfait, hein, mais ce film a réussi à éviter tous les pièges dans lesquels ont sombré les 3/4 des adaptations de jeux vidéo. Déjà, point bonus parce qu'il essaye pas de réinventer Mario en mode dark ou réaliste. On a enfin un univers qui s'assume, c'est cartoon, c'est coloré, il y a des blocs et des champignons magiques. En gros, c'est Mario quoi. On n'a pas besoin d'expliquer pourquoi un plombier saute 3 fois plus haut que Tony Hawk shooté à la Red Bull. En plus, on a plein de références. Mario Kart, Donkey Kong, Luigi's Mansion. Par pitié, donnez-moi un film Luigi's Mansion, je vous en supplie. Et en même temps, on n'est pas non plus dans le fanservice à outrance qui te sort une référence toutes les 2 secondes en te la pointant bien du doigt pour être sûr que t'as compris que c'était une référence. C'est un équilibre très instable qu'il faut arriver à trouver. Et ce film a réussi, en tout cas à mes yeux, à ne jamais vraiment balancer d'un côté ou de l'autre, sans parler de l'animation irréprochable. On sent qu'ils ont mis le paquet, ils se sont investis, ils ont essayé de faire au mieux pour faire plaisir aux fans. Et visiblement, ça a plutôt bien marché, puisque ce film, encore aujourd'hui, reste dans le top 5 des plus gros succès de films d'animation au box-office mondial, avec un solide 1,36 milliard de dollars.
beaucoup de dollars. Mais toi, dis-moi quel est ton top 5 des meilleures adaptations de jeux vidéo au cinéma. J'aurais pu parler de Angry Birds, de Mortal Kombat, de Tomb Raider, voire même d'Uncharted, même s'il n'était pas foufou. Mais il a bien fallu faire des choix. En tout cas, j'attends ton top dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et surtout de partager cette vidéo. Ça aide énormément la chaîne. Abonne-toi, c'est gratuit. Et en plus, j'essaie de sortir une vidéo par semaine. Donc active la cloche, comme ça tu n'en manqueras aucune. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Malpi. Ciao!